Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Donc vous l'avez deviné en voyant le titre de la vignette, aujourd'hui on va tester l'IA DeepSeek, donc, qui est une nouvelle IA. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 2 février. En début de semaine, on est dimanche, lundi, ou bon, je sais pas, il y a quelques jours, il y a cette nouvelle IA DeepSeek qui a fait beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça qu'on la teste aujourd'hui. Donc cette IA, c'est une IA chinoise. Bon, moi je la connaissais, enfin si je connaissais son existence avant, mais c'était pas aussi connu que maintenant. Et en gros, pourquoi elle a fait du bruit, c'est parce que l'IA, elle serait très efficace, très performante, comme ChatGPT, comme Claude, Gemini, etc. Les IA qu'on a déjà testées. Donc elle serait aussi performante que les IA déjà plus connues, mais beaucoup moins coûteuse pour entraîner le modèle, pour fabriquer le modèle. Là où les autres IA auraient coûté des milliards de dollars de microprocesseurs, de calcul, etc., d'entraînement, ça n'aurait coûté que quelques millions et avec des microprocesseurs moins puissants. Alors, donc le but de cette vidéo, c'est pas du tout de parler de ça. Donc dans cette série de vidéos, on s'intéresse à l'agilité et l'IA. La question, c'est de savoir si les IA peuvent être utilisées pour notre métier de Scrum Master, de coach agile, de RTE, donc les métiers autour de l'agilité. Donc on évalue les IA et leur performance par rapport à l'agilité. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec DeepSeek. Alors cette vidéo en fait là je suis légèrement fatigué parce que je viens de la tourner entièrement quasiment et je me suis rendu compte que j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Donc je vérifie, oui, j'ai appuyé sur le bon bouton, donc ça n'enregistrait pas. Donc cette vidéo je l'enregistre pour la seconde fois, mais c'est pas grave, peut-être que la deuxième fois sera meilleure que la première. Donc réponse, voici le système de notation qu'on utilise à chaque fois, donc toujours des notes entre 0 et 5, et je vous réexplique le système de notation parce que c'est important d'être un minimum rigoureux. C'est difficile d'évaluer l'IA parce qu'on lui pose des questions qui sont d'assez haut niveau d'abstraction et où il y a plein de choses, plein d'aspects dedans, plein d'éléments. Donc c'est difficile d'être objectif. C'est pas des questions objectives comme des QCM, etc. Mais faut quand même être rigoureux. Donc on a une grille de notation qui est un peu toujours la même, mais je vous la présente dans chaque vidéo. Vous pouvez avancer un peu si vous la connaissez déjà. Pour tout, on va utiliser les use cases habituels, les use cases avec lesquels on a testé les autres IA, ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexity. Et donc on va utiliser la même grille de notation, donc les use cases classiques Scrum Master. 5. Alors pour chaque use case, je vais donner moi une réponse qui va être extrêmement brève parce que vous avez les autres vidéos, vous pourrez aller regarder ma réponse plus détaillée dans les autres vidéos. Donc ça sera le point de référence. Alors bien sûr, je suis pas forcément une référence, mais dans cette vidéo, je suis le seul être humain présent. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et si vous avez des commentaires ou des remarques ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc 5 réponses aussi bien ou mieux que la réponse que je fais. 4 réponses presque aussi bien. Donc c'est une bonne réponse, mais peut-être un peu moins bien, il manque certains éléments. Donc voilà, on se laisse la liberté de noter un peu moins bien l'IA si elle fait moins bien que l'être humain. 3 réponses correctes où il n'y a pas vraiment d'erreur, mais qui peut nettement mieux faire, et notamment ça sera le cas des réponses incomplètes. S'il manque certains aspects qui me paraissent importants, ça tombera à 3. 2, ça va être pour les réponses qui comportent des erreurs. Donc toute erreur doit être sanctionnée assez durement parce que on veut savoir si on peut faire confiance à l'IA et lui faire des choses à notre place et si on peut lui faire une confiance plus ou moins aveugle. Donc si l'IA nous fait des erreurs, il faut la sanctionner durement parce que c'est pas ce qu'on veut et parce que ça fera que c'est un outil qu'on ne pourra pas vraiment utiliser. 1, réponse fausse, donc réponse où il y a quasiment que des erreurs, réponse grandement fausse, et 0, pas de réponse ou réponse qui n'a aucun sens. Donc on reprend les use cases classiques Scrum Master. Alors là, ça va peut-être aller plus vite que la première fois. Vous voyez qu'il y a déjà une note. Alors c'est vrai que ça spoil. Donc je vais enlever les notes. Donc je coupe la vidéo, je mets en pause et j'enlève les...
Voilà, j'ai enlevé les notes, bon alors là c'est pas grave, hein. Je vais pas régénérer les réponses parce que je l'ai déjà fait, donc on va réutiliser le même prompt que celui que je viens de faire alors que je n'enregistrais pas, et je vais juste vous lire les réponses. Alors pourquoi je vous lis les réponses? Bon, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, surtout si vous avez déjà vu les précédents use cases, mais c'est pour c'est pour la commenter, hein, et pour que vous voyez pourquoi je mets telle ou telle note, et pour discuter aussi un petit peu du use case, même si on l'a déjà fait avec les autres IA. Donc je vais reprendre le même prompt. Alors ce que je disais dans la vidéo précédente, que vous ne pourrez jamais voir car elle n'est pas enregistrée, dans mon précédent test, ce que je disais c'est que je n'ai jamais utilisé DeepSeek avant aujourd'hui. Donc je m'étais jamais connecté, donc je me suis connecté avec mon compte Google Agile Toolkit que j'ai créé spécialement pour la chaîne, donc c'est extrêmement simple, ça s'est fait en un clic, vraiment extraordinairement simple, et comme vous pouvez le voir, l'interface est très proche de ce que vous pouvez voir avec ChatGPT par exemple. Donc vous voyez ici par exemple que je n'ai qu'un seul chat, hein, voilà, c'est sans trucage, même si vous n'avez pas la preuve parfaite, vu que vous ne me voyez pas cliquer pour la première fois à me connecter. Donc je vais réutiliser toutes les réponses que j'ai déjà posées et que j'ai déjà lues, donc on ne va pas régénérer parce que ça prendrait encore plus de temps, puis c'est pas forcément utile. Donc premier use case, je suis le nouveau Scrum Master d'une équipe et je souhaite introduire une animation tournante dans le daily meeting. Alors je dis quand même quelque chose avant, si jamais vous voulez pas voir tous les use cases et que vous voulez avoir seulement les réponses, la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo pour voir le tableau qui contient les notes de l'IA, hein, tableau qui est ici et qu'on étudiera à la fin de la vidéo pour voir la moyenne de DeepSeek, pour voir si DeepSeek est au niveau des autres IA. Donc je suis nouveau Scrum Master d'une équipe et je souhaite introduire une animation tournante dans le daily meeting. Chaque jour, un nouveau membre de l'équipe Agile doit animer le daily meeting. Certains membres de l'équipe ne souhaitent pas animer le daily meeting et m'ont fait part de leur refus. Que faire? Alors que faire? Donc la réponse très simple, c'est qu'il ne faut pas forcer les gens. Voilà, tout simplement. Si vous voulez avoir la réponse plus détaillée, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite sur l'agilité et l'IA. Il y a toute une playlist agilité et IA où ces use cases sont discutés un peu plus en détail. Il y a aussi la vidéo précédente où on avait testé Perplexity avec Cédric, donc vous avez aussi le point de vue d'un autre Scrum Master Coach Agile RTE en la personne de Cédric qui a aussi donné ses réponses. Donc la réponse de DeepSeek: introduire une animation tournante dans le daily meeting est une excellente initiative pour favoriser l'engagement et la responsabilité de l'équipe. Bon, moi personnellement, c'est pas trop mon délire de faire des daily tournants, mais pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Et donc c'est pour ça que je force jamais les gens à parler en daily tournant. Cependant, il est important de respecter les réticences de certains membres tout en trouvant un équilibre pour atteindre vos objectifs. Voici quelques étapes pour aborder cette situation. Alors voilà, très bien, on laisse la porte ouverte, il faut respecter les réticences, donc très important, hein, ça commence bien. Comprendre les raisons du refus, alors ça c'est quelque chose dans toutes les... chaque fois qu'il y a un problème, comprendre les raisons de ce problème, de ce refus, etc. C'est toujours une bonne approche, hein. Toujours essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça commence bien encore une fois. Organiser des discussions individuelles avec les membres réticents pour comprendre leurs préoccupations. Je ne vais pas tout lire, hein, je lis en diagonale et puis voilà. Vous pouvez aussi mettre pause et lire la réponse en entier si vous voulez, ou vous pouvez poser vous-même la question à DeepSeek, sachant que si vous posez la question, vous n'aurez peut-être pas la même réponse. Écoutez activement et montrez de l'empathie, cela vous aidera à identifier les solutions adaptées. Expliquez les bénéfices de l'animation tournante, partagez avec l'équipe les avantages de cette pratique, développement de compétences en facilitation, meilleure implication de chacun, répartition équitable des responsabilités. Soulignez que l'animation du daily n'est pas une évaluation de performance, mais une opportunité d'apprentissage. Proposez un cadre rassurant. Clarifiez que l'animation du daily ne nécessite pas d'expertise particulière, effectivement. Offrez un soutien aux membres moins à l'aise, par exemple en leur fournissant un guide ou en les accompagnant lors de leur première animation. Oui, et puis même, juste au-dessus, ça nous rappelle la manière dont on anime un daily, hein, la manière classique. Donc chaque personne doit parler, doit dire qu'ai-je fait hier, que vais-je faire aujourd'hui, y a-t-il des blocages? Donc voilà, DeepSeek nous aide pas mal quand même.
Adopter une approche progressive. Commencer par les membres volontaires, pour montrer l'exemple et créer une dynamique positive. Proposer aux réticents de commencer par les rôles les plus simples, comme noter les blocages ou suivre le temps. Ah oui, c'est pas bête. Respecter les choix tout en encourageant la participation. Très important, respecter les choix des gens, bien évidemment. Si certains membres restent fermement opposés, respectez leurs choix, mais encouragez-les à contribuer à d'autres aspects de la vie de l'équipe. Très bonne réponse. Rappelez que l'agilité repose sur la collaboration et que chacun a un rôle à jouer pour le succès collectif. Faire un retour d'expérience régulier, bon, je ne vais pas tout lire. Encadré par les valeurs agiles. Rappeler les valeurs agiles, courage, respect, engagement, ouverture, l'animation tournante est une opportunité de les incarner, tout à fait encourager l'équipe à avoir cette pratique comme un moyen de grandir ensemble. En résumé, soyez à l'écoute, proposez un cadre rassurant et avancez progressivement. L'objectif est de créer un environnement où chacun se sente suffisamment en confiance pour participer tout en respectant les limites de chacun. Donc pour moi, c'est l'aspect essentiel de respecter les limites de chacun, bien évidemment. Alors, pour moi, c'est une excellente réponse, donc je mets 5. Voilà. Donc deuxième question, donc c'est celle-ci où je demandais à l'IA de me proposer un template de rétro autour du thème Halloween. Donc on l'avait pas fait avec Perplexity, mais en fait on aurait pu le faire avec Perplexity, bon tant pis. On n'avait même pas essayé de faire ce use case, mais donc l'idée c'est de demander à l'IA de nous proposer un template, mais pas forcément de le dessiner, juste donner les idées d'un format de template Halloween. Donc là, ici, vous avez la question, je la lis quand même. Je suis Scrum Master dans une équipe et je souhaite animer une rétrospective sur le thème Halloween. Je veux une rétrospective simple. Peux-tu me proposer un format simple de rétrospective ainsi que les étapes d'animation? Donc là, on nous propose un titre, La maison hantée de l'équipe. Ça nous propose, c'est assez complet. Donc je ne vais pas tout lire là aussi, mais c'est assez complet. Et simple, parce que j'avais demandé quelque chose de simple. Donc il y a 3 axes, donc les fantômes, ce qui nous a fait peur ou a bloqué, les bonbons, ce qui nous a apporté de la joie ou a bien fonctionné, et les sorts magiques, les idées pour améliorer le prochain sprint. Alors il me semble que j'avais fait dans la toute première vidéo un exemple de ce que moi j'aurais fait. Et je me souviens bien que j'avais mis 3 aspects, 3 colonnes, un peu du même genre. Donc voilà, donc là c'est très bien. Donc là, ça nous donne une procédure. Donc ça, c'est la préparation. Et une fois que la préparation est faite, introduction, accueillir l'équipe, expliquer le thème, rappeler l'objectif, identifier les fantômes, etc. Donner un ton léger encourageant, collecte des idées, distribuer des post-it ou utiliser un outil collaboratif comme Miro ou Jamboard. Alors Jamboard n'existe plus, Google l'a supprimé, mais j'aimais bien cet outil parce qu'il était extrêmement simple. Voilà, donc on va dire Miro ou Klaxoon. Alors l'IA n'est peut-être pas encore au courant que Jamboard a été décommissionné, c'est assez récent, pour que chacun écrive ses idées. Donc, inviter les membres de l'équipe à partager les fantômes, les bonbons, les sorts magiques. Donc je ne vais pas relire, on en a déjà parlé. Partager discussion. Donc c'est très classique, priorisation des actions, demander à l'équipe de voter pour 2 ou 3 idées les plus importantes dans chaque catégorie, identifier les actions concrètes pour les fantômes et les sorts magiques, assigner des responsables pour chaque action et définissez des échéances. Bon, c'est un détail, j'ajouterais même écrivez-les quelque part pour tracer, mais bon, on ne va pas en tenir rigueur à l'IA, c'est un tout petit détail, mais sinon c'est très bien. Faites un tour de table pour recueillir les impressions de l'équipe sur la rétrospective, remerciez tout le monde, etc. Offrez des bonbons, une petite récompense. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Matériel nécessaire, post-it, marqueur, tableau, décoration d'Halloween, variante. Vous pouvez demander à l'équipe de se déguiser. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais ça peut être sympa. Le format est simple, engageant et permet de couvrir les aspects clés d'une rétrospective. En fait, une fois, ça m'est déjà arrivé dans une mission où j'avais dit aux gens qu'on allait se déguiser, enfin pas tout le monde, mais j'avais dit à des gens, allez on se déguise, ça va être rigolo pour Halloween. Il n'y a que moi qui avait amené un déguisement. Bon, c'était très simple, j'étais pas en déguisement compliqué. J'avais une baguette magique et un chapeau de sorcier. Et les autres avec qui j'avais convenu ça ne l'ont pas fait, ils n'ont pas osé. Voilà, c'était rigolo. Donc, la rétro Halloween que ça me propose, elle est très bien. Donc pour moi, ça va être 5 sur 5.
J'ai aussi demandé à l'IA si elle peut dessiner un template de rétrospective, sachant que ça ne fait pas partie de la question. Mais j'ai demandé ça pour tester les capacités en dessin de DeepSeek. Apparemment, il n'y a pas cette fonctionnalité, ou je ne sais pas, donc ça n'a pas dessiné. Donc bon, ça compte pas, hein, parce que là c'est pas une, là on teste les use cases en mode texte, hein, on teste pas les capacités de dessin. On fera peut-être une autre vidéo là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est 5 pour cette question, ce use case. Donc le use case suivant, je vous montre la petite image. Mon équipe ne veut pas faire de démo. Je suis Scrum Master d'une équipe agile. Pour le sprint en cours, nous avons une démo planifiée avec les stakeholders, product manager et business owner. Mon équipe ne veut pas faire de démo pour ce sprint car ils disent qu'ils n'ont pas fini les travaux et n'auront rien de bien à démontrer. Que dois-je faire? Que dois-je dire à mon équipe? Est-ce qu'il faut annuler la démo? Alors, comme on disait pour le daily meeting, hein, il ne faut pas forcer les gens, il faut respecter les gens. Ceci étant dit, moi la démo, je trouve que c'est vraiment pas bien de l'annuler. Parce que la démo on l'a fait pour des gens qui sont extérieurs à l'équipe, les stakeholders, les parties prenantes, donc les gens qui sont intéressés par l'application qu'on est en train de développer. Ça peut être des product owners, des business owners, des utilisateurs, des clients, etc. Donc il faut éviter d'annuler les démos et je dis souvent que c'est mieux une mauvaise démo que pas de démo du tout. Donc voilà, donc moi j'aurais tendance dans un premier temps à essayer d'insister insister gentiment, hein, rappeler que la démo c'est important parce qu'on s'adresse à nos stakeholders. Ceci étant dit, faut pas non plus forcer les choses. Il peut y avoir des bonnes raisons pour lesquelles on annule une démo. Par exemple, si tout le monde a la grippe et qu'il y a plein de gens malades et qu'on n'est pas prêt parce que les gens sont malades, bah oui, là on peut annuler la démo. Bon, autre exemple, on n'est pas prêt pour certaines raisons et nos stakeholders, on n'est pas à l'aise avec eux. Parce qu'ils sont vraiment extérieurs à l'équipe ou extérieurs à l'entreprise, on ne veut vraiment pas montrer quelque chose de pas fini ou de pas bien. Alors ça, c'est le signe qu'il y a une mauvaise communication ou un manque de transparence avec les stakeholders. Donc ça veut dire qu'on est dans un cadre agile un peu dégradé, hein. Normalement ça devrait pas être le cas, mais si c'est quand même le cas, on peut quand même annuler une démo. Après voilà, si on n'est pas dans ce genre de situation, moi je pense que mieux vaut faire une petite démo, une petite revue simple, tout en expliquant les difficultés qu'on a eues et qui nous empêchent de démontrer ce qu'on avait prévu. Donc, cette situation est courante dans les équipes agiles, elle soulève des questions importantes pour la transparence, la collaboration et la valeur de la démonstration. Voici comment vous pouvez aborder cette situation en tant que Scrum Master. Comprendre les préoccupations de l'équipe. Donc, comprendre les préoccupations, c'est toujours la base, hein, de tous les problèmes. Identifier les raisons. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Expliquer la valeur de la démo. Transparence, rappeler à l'équipe que la démo n'est pas une évaluation de performance, mais une opportunité de montrer l'état actuel du travail, même s'il est incomplet. Feedback précoce, même un travail partiel peut fournir des insights précieux aux stakeholders et éviter des erreurs coûteuses plus tard. Tout à fait, hein. C'est pour ça qu'on est en mode itératif, en principe itératif, et qu'on fait la démo auprès des stakeholders, les parties prenantes, hein, les personnes intéressées à l'application, commanditaires, clients, PO, business owner. Donc c'est très important d'avoir du feedback régulier pour éviter le fameux effet tunnel qu'on peut avoir dans les projets avec les méthodes traditionnelles type Waterfall ou cycle en V. Confiance, annuler la démo peut envoyer un signal négatif aux stakeholders et nuire à la confiance dans l'équipe. C'est vrai, donc c'est pour ça que c'est pas recommandé. Proposer des alternatives. Si l'équipe n'est vraiment réticente à montrer un travail incomplet, voici quelques options. Montrer ce qui est prêt. Même si tout n'est pas terminé, il y a souvent des éléments partiels ou des fonctionnalités intermédiaires. Effectivement, très bonne idée. Focus sur les apprentissages, présenter les défis rencontrés, les solutions explorées, les prochaines étapes. Cela montre la progression et la réflexion de l'équipe. Oui. Format adapté. Proposer une session moins formelle comme une revue de sprint au lieu d'une démo classique pour discuter de l'avancement des blocages. Effectivement, même si on peut réduire la démo au minimum, se contenter d'une simple revue, c'est-à-dire qu'on va énoncer les user stories qui ont été faits. Donc la revue, ça va être un peu une partie administrative sur le sprint, hein, on va parler de ce qu'on a fait sans forcément démontrer, sans forcément lancer l'application et cliquer sur tous les boutons là. Alors que la démo, elle, normalement, doit être centrée sur le produit lui-même, hein. C'est-à-dire qu'on doit lancer le produit, cliquer, montrer en fonctionnement ce qui a été développé pendant l'itération. Donc discuter avec les stakeholders, transparence, informer les stakeholders de la situation, expliquer pourquoi l'équipe est réticente, soyez honnête sur l'état du travail, très bien. Proposer des options, demandez-leur s'ils préfèrent une démo partielle, une revue de sprint ou s'ils sont ouverts à reporter la démo. Excellent, je n'y avais pas pensé à la base, mais
Bon, bien sûr, là, c'est la deuxième fois que je lis ça, donc maintenant j'y pensais, mais la première fois, j'y avais pas pensé. Effectivement, je trouve que c'est très bien d'être complètement transparent avec les stakeholders et même de leur laisser le choix, pourquoi pas, s'il y a marge à négociation, voilà. Si c'est qu'une fois de temps en temps, hein, c'est pas bien grave. Alignement, utiliser cette discussion pour renforcer la collaboration et la compréhension mutuelle. Prévenir cette situation à l'avenir, planification réaliste. Effectivement, il faut toujours se poser, alors on en revient au tout début, hein, identifier les raisons, il faut toujours se poser la question pourquoi. Alors peut-être c'est un problème de planification, peut-être c'est des imprévus, peut-être, je sais pas, bon oui, en fait c'est les principales raisons, soit des imprévus, donc l'imprévu il y en a de beaucoup de sortes, hein, ça peut être des imprévus techniques, ça peut être des gens qui tombent malades. Et les problèmes de planification, bah là, ça, c'est pas imprévu, c'est des problèmes un peu plus structurels. Donc, il faut éventuellement se remettre en question sur le mode de planification. Définition of done, assurez-vous que l'équipe a une DOD claire pour savoir quand une fonctionnalité est prête à être démontrée. Bon, à mon avis, ça, c'est un peu hors sujet, mais bon, on n'en tient pas rigueur à l'IA, parce que c'est un détail, c'est pas si important, mais... normalement, si on en est là, bah, c'est justement qu'on sait qu'on n'est pas prêt, quoi. Donc, c'est pas une définition done qui va nous aider spécialement. Et même, ça risque de faire en sorte qu'il y aura encore plus d'US qui ne seront pas prêtes à être démontrées, non, si on a une définition of done. Donc, ça va pas spécialement nous aider. Culture de la transparence, donc ça c'est très bien, encourager l'équipe à voir la démo comme une opportunité d'apprentissage. Annuler la démo, en dernier recours, annuler la démo devrait être une exception, pas une habitude, cela peut nuire à la confiance des stakeholders et à la discipline de l'équipe. Si l'annulation est nécessaire, si vous décidez d'annuler, assurez-vous de communiquer clairement les raisons aux stakeholders et de proposer une nouvelle date. Bon bah tout ça c'est très bien, ça nous propose même des petites phrases qu'on peut dire à l'équipe. Je vais en lire qu'une, tiens, au milieu. Nous pouvons montrer ce qui est prêt et expliquer les défis rencontrés. Cela montre notre transparence et notre engagement à progresser. Pourquoi pas? Alors bien sûr, là, ces petites phrases, moi je trouve ça très bien. C'est des éléments que ça nous donne, ça peut nous aider. En fait, si on est Scrum Master, mettons Scrum Master débutant et qu'on a un problème, bah voilà, comme ce problème, comme tous ces use cases qu'on pose, et qu'on n'a pas de coach agile ou de Scrum Master plus expérimenté à qui demander, on peut très bien demander à l'IA et là on voit que ça nous donne des éléments de réponse voilà, qui sont très bien et ça peut nous aider dans notre métier au quotidien. Donc moi je trouve ça vraiment super, hein, ces IA. En résumé, évitez d'annuler la démo sauf en cas de force majeure. Utilisez cette situation pour renforcer la transparence, la collaboration et l'amélioration continue au sein de l'équipe avec les stakeholders. Bon, je trouve ça très bien, donc 5. Ensuite, use case suivant. Donc je l'ai déjà copié-collé. Je suis Scrum Master d'une équipe, mais beaucoup de team members ne veulent pas faire de rétrospective. Ils pensent que la rétro ne sert à rien et ils préfèrent travailler au développement des US. Que me conseilles-tu? Donc un peu la même question qu'avant, sauf que c'est pour la rétrospective. Alors là j'ai pas exactement le même avis, autant pour la démo je pense que c'est vraiment un mauvais signal parce que on fait la démo avant tout pour les stakeholders, donc des personnes qui sont à l'extérieur à l'équipe. La rétro bien sûr faut pas l'annuler en général, mais c'est pour l'équipe, donc j'aurais tendance à moins insister parce qu'il n'y a pas de stakeholder qui rentre en jeu, à moins forcer entre guillemets, même s'il faut jamais forcer les gens. Donc si les gens ne veulent pas faire de rétro, bon, ça c'est quand même assez fréquent, bah, il faut négocier, alors on peut dispenser certaines personnes très réticentes en leur demandant de venir la prochaine fois, on peut réduire le temps de la rétro et bien sûr la base c'est toujours réexpliquer à quoi ça sert, pourquoi, en quoi c'est utile, etc. Donc, on va voir ce que va répondre l'IA. C'est une situation courante, surtout dans les équipes où la valeur des rétrospectives n'est pas bien comprise et où les rétros sont perçus comme une perte de temps. Effectivement, voici quelques conseils pour aborder cette situation et redonner de la valeur aux rétrospectives. Comprendre les raisons de leur réticence, donc organiser des discussions individuelles, identifier les freins. Donc, c'est toujours la même chose que la précédente réponse, donc c'est très bien, c'est une très bonne base. Expliquer la valeur des rétrospectives, amélioration continue. Rappeler à l'équipe que la rétrospective est un pilier de l'amélioration continue. Sans elle, l'équipe risque de répéter les mêmes erreurs et de stagner. Temps investi, pas perdu. Expliquer que la rétrospective est un investissement pour gagner du temps à long terme. Tout à fait. Donc, c'est des bonnes explications. Espace sécurisé. Souligner que la rétro est un moment pour partager ouvertement les difficultés, les idées d'amélioration sans jugement. Effectivement. Moi, j'appelle ça un débriefing, la rétro, comme après un match de foot. Après, si on veut expliquer l'intérêt de la rétro, on peut développer tout un argumentaire. Ça peut prendre assez de temps, donc soit on fait une présentation complète, bon moi c'est pas ce que je recommande, je préfère les trucs informels, mais si on veut vraiment expliquer en quoi une rétro est utile et
pourquoi c'est important de ne pas l'annuler. Ça prend quand même du temps, ou après on peut le faire au fil de l'eau en discutant tous les jours avec les gens. Voilà, c'est un travail d'influence entre guillemets, quoi. Rendre les rétrospectives plus engageants, varier les formats, rétrospectives thématiques, comme la thématique Halloween dont j'ai parlé juste avant, rétrospective ludique, bon, Halloween c'est ludique aussi, rétrospective courte, effectivement on peut réduire le temps de la rétrospective. Alors de nos jours, enfin dans mes missions, dans les missions sur lesquelles je suis intervenu récemment, la rétro a tendance à converger vers 1 heure de rétro en général. Alors c'est déjà pas très long, hein. Moi je trouve que c'est pas hyper long, 1 heure pour faire une rétro. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se raccourcit. Alors on peut faire une rétro, alors 15-20 minutes je trouve ça vraiment trop court, mais on peut aller jusqu'à 30 minutes, on peut descendre à 30 minutes, on peut faire des choses intéressantes en 30 minutes. 15-20 minutes, bon, mettre un meeting de 15-20 minutes, à mon avis c'est pas très pertinent. Mais bon, on lui en tient pas rigueur parce que dans une situation extrême, je pense qu'on peut descendre jusqu'à 15-20 minutes s'il faut. Donc c'est pas une erreur de la part de l'IA. Et c'est un bon conseil voilà, dans le cadre d'une négociation, on peut réduire ou voilà, pour tester quelque chose. Impliquer l'équipe dans l'animation, ok, bon. Montrer les résultats concrets, suivre les actions, célébrer les succès. Excellent. Très important de suivre les actions, hein. Et le problème aussi des rétros, même si on prend des actions et qu'on les suit, c'est que parfois la rétro fait ressortir des choses qui sont difficiles à résoudre en une seule itération. Donc on peut avoir toujours des problèmes qui reviennent à chaque rétro pendant plusieurs itérations, pendant des semaines et des mois. Faut pas se décourager, il faut bien suivre les actions et tôt ou tard hein, les problèmes se résolvent. Et même si c'est tard, faut rien lâcher. Parfois on n'a pas le temps, etc. On doit attendre, reporter, mais faut pas abandonner, quoi, hein, et saisir parfois le bon moment pour résoudre tel ou tel problème. Adapter la fréquence et la durée. On peut effectivement aussi jouer sur la fréquence, c'est-à-dire faire une rétro sur 2. Bon, ça j'aime pas trop, moi je pense que la régularité est très importante. Je préférerais réduire la durée de la rétro plutôt que faire une rétro sur 2. Mais bon, c'est une idée aussi, donc c'est bien que l'IA nous le propose. DeepSeek. DeepSeek, le nom de cette IA qu'on est en train de tester, qui est représenté par une baleine. Impliquer l'équipe dans la décision, co-construction, expérimentation. Communiquer avec les stakeholders, soutien du product owner, travailler avec le product owner pour rappeler à l'équipe que les rétrospectives font partie intégrante du processus agile et contribuent à la poursuite du produit. Donc ça, voilà, il y a d'autres IA qui nous ont donné ça. Donc ça, pour moi, c'est une erreur. Alors pourquoi? Parce que la rétro, c'est pour l'équipe de développement, l'équipe qui va réaliser le produit, mais le product owner, en théorie, ne fait pas partie de l'équipe de développement, il fait partie de la maîtrise d'ouvrage, il est à l'extérieur de l'équipe et il décide de quel est le produit qui va être fait, mais c'est pas le product owner qui le fait. Et le product owner, c'est pas non plus un chef de projet. Donc faire appel à une personne extérieure à l'équipe pour lui demander de faire respecter les rétrospectives à l'équipe, je trouve que c'est pas bien, ça fait un peu appel à la hiérarchie d'une certaine manière, donc ça c'est pas ce qui est recommandé en agilité. Puis en plus, voilà, si le product owner est extérieur à l'équipe, ça va pas. Enfin, ça va pas de lui demander, c'est normal qu'il soit à l'extérieur à l'équipe, mais ça va pas de lui demander d'intervenir au sein de l'équipe, dans le fonctionnement interne de l'équipe. Alors pourquoi l'IA nous met ça? C'est parce que je pense, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de missions, le product owner est intégré à l'équipe, est vraiment très proche dans l'équipe. Bon, ça, pourquoi pas? Ça peut très bien fonctionner, hein, je l'ai même vu fonctionner très bien. Mais ça va même parfois plus loin où le product owner est carrément un chef, se comporte comme un chef et un manager au sein de l'équipe. Bah ça c'est pas bien de se comporter comme un chef et un manager parce que c'est pas, on respecte pas l'agilité. Normalement il y a une séparation assez bien distincte entre la vision produit, métier, etc. qui est incarnée par le product owner et l'équipe de réalisation qui est autonome, etc. et qui a le dernier mot sur son organisation. Donc même si le product owner peut être très proche de l'équipe, voire même intégré à l'équipe, normalement c'est pas lui qui doit se comporter en chef. Donc c'est pour ça que je considère que ces deux lignes là c'est une erreur en fait, c'est pas bon. Alignement avec les objectifs, montrer comment les rétrospectives atteignent les objectifs de l'équipe du produit. Bon, plus anecdotique, mais pourquoi pas. Ce que vous pouvez dire à l'équipe, je comprends que vous préférez travailler sur les user stories, mais la rétrospective est là pour aider à travailler plus efficacement, éviter les blocages.
effectivement. Il y a une image que j'aime bien, c'est, je vous la montre, allez, image rétrospective roue carrée. Alors je sais pas si je vais la retrouver. C'est une petite mince. Ah voilà, bon, c'est ça. Donc il y a donc comment je l'affiche, il y en a une autre image qui est encore plus rigolote, mais on va prendre celle-ci. Donc il y a quelqu'un qui tire une charrette avec des roues carrées, donc c'est pas pratique. Il y en a un qui dit un coup de main, et donc un de ceux qui tire et qui pousse dit non merci, pas le temps, nous sommes trop occupés. Bah, c'est exactement ça l'idée de la rétrospective. La rétrospective, c'est le moment où on peut changer les roues. Donc ça, c'est une image amusante dont je me sers souvent pour justifier l'intérêt de la rétro. Voilà, ça détend l'atmosphère. Bon après, ça suffit pas comme explication, mais bon. Donc là, DeepSeek nous donne des explications et des phrases qu'on peut même ressortir. Moi, je trouve ça intéressant, ça donne de l'inspiration. La rétrospective est notre moment pour identifier ce qui nous ralentit et trouver des solutions ensemble. Sans elle, nous risquons de répéter les mêmes erreurs. Très vrai. En dernier recours, si malgré tous vos efforts, certains membres refusent toujours de participer, respectez leur choix tout en continuant à encourager les participations. Voilà, respecter le choix, effectivement, en dernier recours, très important. L'objectif est de créer un environnement où chacun voit la valeur des rétrospectives et y contribue volontairement. Bon, je ne vais pas lire le deuxième résumé. Pour moi, la réponse est vraiment excellente, sauf ces deux lignes-là, que je considère comme une erreur et il ne faut pas tomber dans le piège. Donc, comme on veut avoir une confiance dans l'IA, eh bien, on va mettre 2. Et Perplexity avait fait la même erreur. Bon, Claude, je me souviens pas, mais oui, si, je me souviens, il avait fait la même erreur aussi. Donc, et les autres ne l'avaient pas fait, Gemini et ChatGPT. Donc maintenant, on passe au use case suivant, que j'ai déjà écrit. Voilà, j'étais remonté un petit peu. Voilà. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'IntrinSafe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Donc la moitié, c'est un gros retard. Nous avons une grosse pression pour livrer à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Que me conseilles-tu pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Donc est-ce possible de rattraper le retard? Donc là, DeepSeek nous avait dit que le serveur était occupé, donc on n'a pas eu de réponse la première fois, mais j'ai relancé et on a quand même eu la réponse. Donc moi, ma réponse à moi, c'est simple, il faut se poser la question, ce retard, à quoi il est dû? Donc la moitié des user stories par rapport à ce qui est prévu, c'est quand même assez conséquent. Donc il y a deux possibilités, soit le retard est dû à un problème conjoncturel, soit il est dû à un problème structurel. Donc conjoncturel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un aléa, quelque chose qui ne se produit pas tout le temps. Par exemple, les gens tombent malades parce que c'est la grippe, etc. Un exemple que je cite souvent parce que dans la réalité, c'est comme ça. Quand on est en hiver, comme maintenant, il y a des épidémies de grippe. Ça peut arriver qu'il y a 2-3 personnes ou la moitié de l'équipe qui tombe malade ou qui est patraque. Donc effectivement, ça entrave, ça entrave les travaux, hein, forcément. Ou alors des problèmes techniques qu'on n'avait pas identifiés, mais voilà, qui sont un peu exceptionnels. Donc ça, c'est le problème conjoncturel. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir éventuellement rattraper le retard, c'est-à-dire que les user stories qu'on n'a pas faites pendant ce sprint, s'il nous reste plein de sprints à venir dans le PI, on va pouvoir en faire un tout petit peu plus si on a pris des marges de sécurité. On va pouvoir en faire un tout petit peu plus à chaque itération, essayer de rattraper le retard. C'est pas impossible. Si le retard est dû en revanche à un problème structurel lié aux estimations, lié au fait que l'équipe est toujours trop optimiste et veut prendre toujours trop d'user story, dans ce cas-là, on ne pourra jamais rattraper le retard parce qu'on aura les mêmes problèmes à chaque itération. Donc là, la solution, ça va être de se poser la question de qu'est-ce qu'on va enlever et de replanifier un peu les sprints à venir. Pour tenir compte de ça. Donc, que nous dit l'IA? Dans un contexte safe, il est courant de faire face à des retards dans une itération, surtout lorsque la pression est élevée. Voici quelques conseils pour aborder cette situation et maximiser vos chances de rattraper le retard, tout en respectant les délais du PI. Analyser les causes du retard. Donc, je ne vais pas lire, mais toujours analyser les causes, c'est toujours une bonne chose. Prioriser les user stories, revoir le backlog de l'itération, alors éliminer ou
reporter. Donc voilà, bah ça c'est un peu ce que j'avais dit, hein. La priorisation c'est essentiel, hein. Faut toujours avoir un backlog priorisé, et si jamais on doit supprimer des user stories, ne pas les faire ou les reporter, eh bien on va supprimer, éliminer ou reporter les user stories les moins prioritaires, hein, donc qui seront probablement à la fin du PI dans les dernières itérations, et on va pouvoir décaler un peu tout ça. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une bonne idée des priorités, hein. Donc très important la priorisation. Adapter la planification des itérations suivantes. Au fait, est-ce que j'avais mis la note ici? Oui, j'avais bien mis 2. Ouais, excusez-moi. Donc c'est bon. Adapter la planification des itérations suivantes. Réévaluer la capacité de l'équipe. Effectivement, si on est face à un problème structurel, réévaluer la capacité de l'équipe. Assurez-vous que les itérations suivantes ne sont pas surchargées. Utilisez la vélocité moyenne de l'équipe pour ajuster la charge de travail. Intégrer les retards, ajouter les user stories non terminées dans les prochaines itérations en tenant compte de leurs priorités et de leur complexité. Donc si on les ajoute dans les prochaines itérations, eh bien il faut aussi décaler des choses qui étaient déjà prévues dans les prochaines itérations. Donc si on fait que la moitié des user stories dans une itération et qu'on les reporte toutes dans l'itération suivante, il ne faut pas espérer rattraper une moitié de sprint, enfin une moitié d'itération dans l'itération suivante. Si on est déjà en retard et qu'on fait que 50%, on ne va pas faire 150% dans l'itération suivante, hein. Ça, c'est se voiler la face, hein. Éventuellement, si on veut rattraper le retard, il faudrait redispatcher le retard sur toutes les itérations. On peut espérer faire, mettons, 105% au lieu de 100% dans toutes les itérations suivantes. Ça, c'est envisageable, c'est réaliste. Faire 150% dans une itération suivante, c'est pas réaliste. Si on croit ça, c'est que... Alors soit c'est possible, c'est qu'on a des gros problèmes de planification et qu'on planifie un peu bizarrement et qu'on a des gros trous et des marges de sécurité énormes, ce qui est étonnant vu qu'on vient d'être en retard dans une itération. Soit on se voile la face et on n'y arrivera tout simplement pas, hein. Ou alors on peut travailler, ce que je dis souvent, c'est possible, il suffit de travailler la nuit et le week-end sans être payé, bien évidemment. Voilà. Non, bon, c'est une blague, hein, bien sûr. Négocier avec les stakeholders, si nécessaire, discuter avec les stakeholders pour ajuster les attentes ou reprioriser les fonctionnalités. Toujours transparence avec les stakeholders, effectivement, et puis c'est eux qui connaissent, qui sont le mieux à même de définir les priorités du point de vue produit, pas forcément les priorités du point de vue fabrication, parce qu'il peut y avoir des priorités qui sont induites par la fabrication en elle-même, hein, des dépendances tout simplement, des dépendances techniques avec d'autres équipes, etc. Mais c'est important d'avoir aussi les priorités du point de vue métier, du point de vue produit. Améliorer l'exécution, réduire les blocages, focus sur la qualité, limiter le travail en cours. Donc ça, c'est des bonnes choses à faire effectivement et ça peut nous aider à être moins en retard ou rattraper un retard. Utiliser les buffers et marges de manœuvre, buffers d'itération si possible, réserver du temps dans les itérations suivantes pour absorber les retards ou les imprévus. Il faut toujours avoir un petit peu de buffer effectivement et on peut le consommer si on a un retard conjoncturel. C'est à ça que ça sert. IP itération, Innovation and Planning. Si votre train safe inclut une IP itération à la fin du PI, utilisez-la pour finaliser les travaux non terminés. Cependant, évitez de trop compter sur cette itération car elle est souvent dédiée à l'innovation et à la préparation du prochain PI. Alors effectivement, l'Innovation and Planning, c'est une itération spéciale qui est à la fin du PI. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir mon cours sur Safe, une des premières vidéos, celle sur itération API, elle parle de l'itération and planning, donc vous avez une playlist sur Safe, n'hésitez pas à aller la consulter. Et en fait, ça, c'est pas recommandé, normalement c'est même interdit d'utiliser l'innovation and planning pour rattraper un retard qu'on a eu dans les itérations précédentes. Donc on pourrait dire que ça c'est une erreur. Ceci étant dit, la réalité des projets étant ce qu'elle est, c'est très fréquent que l'innovation and planning soit utilisé quand même pour rattraper en partie un retard ou pour faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de finir avant, donc il ne faut pas se le cacher non plus. Alors bon, il y a des gens des coachs agiles qui pourraient bondir sur leur chaise et dire non, c'est strictement interdit, etc. On ne peut pas dire ça. C'est vrai que théoriquement c'est interdit, mais dans les faits tout le monde le fait, même quand c'est interdit. Donc voilà,
Donc je ne considère pas ça comme une erreur de l'IA parce que voilà, parce que c'est quelque chose qui se pratique vraiment trop fréquemment et si c'est fait avec parcimonie, ben c'est ok pour moi hein, de mon point de vue, même si c'est pas recommandé. Communiquer avec les stakeholders, transparence, informer les stakeholders du retard et des actions que vous prenez pour les rattraper. Très bien, soyez honnête sur les risques et les compromis possibles, tout à fait. Alignement, travailler avec le product owner et les stakeholders pour ajuster les priorités attentes. Très bien. Ce que vous pouvez dire à l'équipe. Encore des petites phrases à dire à l'équipe. J'en lis une. Tiens, la première. Nous avons du retard, mais nous pouvons le rattraper en nous concentrant sur les priorités et en améliorant notre façon de travailler. Pourquoi pas? Est-il possible de rattraper le retard? Oui, c'est possible, mais cela dépend de plusieurs facteurs. La flexibilité des stakeholders, s'ils acceptent de reprioriser ou reporter certaines fonctionnalités. Alors pour moi, si on reporte des fonctionnalités, c'est pas la définition de rattraper le retard. Pour moi, rattraper le retard, c'est tout faire dans le délai du PI sans rien enlever. Mais bon, ça c'est un détail. Ma question était peut-être pas forcément claire, donc on n'enlève pas de points à l'IA pour ça. La capacité de l'équipe, si l'équipe peut augmenter sa productivité, par exemple en réduisant les blocages ou en améliorant la collaboration. Donc ça, pourquoi pas, effectivement. Ceci étant dit, faut pas non plus se voiler la face sur ce point. C'est rare de pouvoir augmenter directement sa productivité comme ça, par la simple volonté. C'est toujours assez difficile, ça prend du temps, on peut augmenter sa productivité, hein, c'est le principe de l'amélioration continue et de la rétrospective. Mais si on a fait que la moitié, si on a livré que la moitié de ce qui était prévu à une itération, c'est quand même un gros gap par rapport à ce qui était prévu. Donc est-ce que augmenter marginalement sa productivité un peu naturellement, ça va suffire à compenser ce gap? C'est pas dit. Ensuite, la marge de manœuvre dans le PI, si vous avez des buffers ou des itérations moins chargées pour absorber le retard, très bonne idée. On réorganise un peu sur les itérations suivantes. Plan d'action pour la prochaine itération, prioriser, ajuster, améliorer, communiquer. Excellent plan d'action. Donc là, je trouve que c'est une bonne réponse quand même, dans l'ensemble. Je pense que la réponse est moins bonne que ce que moi j'ai dit parce que DeepSeek n'a pas fait la distinction que j'ai fait, à savoir se poser la question, est-ce que c'est un retard qui est conjoncturel, qui se produit qu'une fois et qu'on va pouvoir espérer rattraper dans les itérations suivantes, ou alors est-ce que c'est un retard structurel lié à des mauvaises estimations, lié au fait qu'on prend trop d'user story, et là, dans ce cas-là, on peut imaginer que les itérations suivantes vont souffrir des mêmes retards. Donc il faudrait quand même faire cette distinction, à mon sens, dans l'analyse. Donc c'est pour ça que j'enlève un point. Donc dernière question, et cette question, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'IA, que j'enregistrais pas. Hein. Donc je vérifie, oui, j'enregistre, c'est parfait. Donc voilà, et j'enregistre depuis 42 minutes, donc je suis un petit peu trop bavard, mais on va aller vite sur cette question. Hop. Je suis Scrum Master d'une équipe, certaines US ne sont jamais réalisées à la fin du sprint et sont reportées de sprint en sprint. Que faire? Bon, il faut se poser la question, pourquoi elles sont reportées? Si elles sont reportées de sprint en sprint, c'est probablement soit qu'elles ne sont pas importantes, soit qu'on n'arrive pas à les faire. Si elles ne sont pas importantes, eh bien, on les enlève, tout simplement, et puis on les enlève du backlog, ou peut-être qu'elles... Ou alors, si on n'arrive pas à les faire, alors pourquoi on n'arrive pas à les faire? Soit on est en difficulté technique, donc il faut appeler des renforts, soit il y a des dépendances avec des autres équipes, donc là, il faut replanifier plus tard quand les dépendances seront résolues. J'avais un autre truc en tête, mais j'ai oublié. Bon, bref, voilà, c'est les deux choses. Donc on va voir ce que l'IA nous répond. Analyser les causes. Effectivement, analyser les causes, et ça peut se faire sous forme de rétrospective. Alors, estimation trop optimiste. C'est vrai que si on estime de manière trop optimiste, on peut avoir à la fin de l'itération des user stories qui restent non terminées, mais en principe, si tout est bien priorisé, on est censé faire ces itérations en premier dans le sprint suivant. Et là, j'ai dit qu'elles étaient reportées de sprint en sprint, si je me souviens bien. Voilà, reportées de sprint en sprint. Donc ça, c'est peut-être pas la cause, mais il faut quand même l'étudier. Déblocage technique ou organisationnel, j'en ai parlé. Manque de clarté sur les exigences, voilà. Surcharge de travail dans le sprint. Impliquer le product owner, effectivement, là, c'est le cas, et on peut l'impliquer, tout à fait.
pour savoir si c'est prioritaire, si c'est important. Peut-être qu'il nous manque des inputs, des entrants à la user story que doit fournir le product owner. Peut-être qu'on ne comprend pas bien ce qu'il faut faire. Améliorer la planification des sprints, affiner les estimations, prendre en compte la vélocité, réserver du temps pour les imprévus. Pourquoi pas, ça peut aider. Prioriser et découper les user stories, reprioriser avec le PO. Si certaines US sont reportées plusieurs fois, demandez-vous si elles sont vraiment prioritaires. Sinon, retirez-les du backlog ou reportez-les au PI ultérieur. Effectivement. Découpez les US trop grosses. Si les US sont trop complexes ou volumineuses, travaillez avec l'équipe et le PO pour les diviser en plus petites, plus faciles à réaliser en un sprint. Excellente idée. Améliorer l'exécution pendant le sprint. Limiter le travail en cours, work in progress, ça fait pas de mal. Identifier et résoudre les blocages. Voilà pourquoi ça bloque. Suivre la progression quotidienne, le daily. Renforcer la definition of done, clarifier la definition of done. À mon avis, c'est pas ça le problème. Donc, on va pas enlever de points, mais à mon avis, c'est un petit peu hors sujet parce que ou alors peut-être que c'est la definition of done qui fait que l'US n'est jamais terminé. Clarifier la definition of done, je vous ai pas dit ce que c'est un ensemble de critères qu'une user story doit vérifier pour savoir si elle est terminée ou pas. Notamment, ça peut contenir les critères d'acceptation de l'user story. Dans le glossaire sur l'agilité, on fera ce mot definition of done. Mais ça sera dans plusieurs semaines. Assurez-vous que l'équipe et le PO ont une compréhension commune de ce que signifie terminer pour une US. Respectez la definition of done. Ne considérez pas une US comme terminée tant qu'elle ne répond pas à tous les critères. Ça, c'est vrai. Bon, ça, effectivement, ça peut aider. Puis ça, c'est légèrement hors sujet, mais bon, on n'enlève pas de points pour ça. Communiquer avec les stakeholders, transparence, informer les stakeholders des retards et des raisons. Expliquer les actions que vous prenez pour améliorer la situation, gérer les attentes, travailler avec le PO pour ajuster les attentes en fonction de la capacité réelle de l'équipe. Oui. Disons que si c'est toujours les mêmes US qui sont reportés de sprint en sprint, c'est pas forcément un problème de capacité de l'équipe. Mais ça serait plus un problème lié à l'US elle-même, à l'user story elle-même, qui serait pas précise, où on serait en difficulté technique, etc. Actions spécifiques pour les US reportés, évaluer leur pertinence, créer un plan de rattrapage. Très bien. Ce que vous pouvez dire à l'équipe, nous devons comprendre pourquoi ces US ne sont pas terminés et comment nous pouvons améliorer notre façon de travailler. Oui, nous devons comprendre, tout à fait. Travaillons ensemble pour découper les grosses US en plus petites afin qu'elles soient plus faciles à réaliser. Diviser pour régner, c'est une bonne stratégie. Mesures préventives pour les futurs sprints, revue du backlog, effectivement. Donc on appelle ça backlog refinement aussi, affinage des user stories, du backlog. Avant chaque sprint planning, assurez-vous que les US sont bien définis, estimés et prioritaires. Alors, erreur de traduction, ça serait prioriser plutôt. Amélioration continue, utiliser les rétrospectives pour identifier et résoudre les problèmes récurrents. Formation et coaching, si nécessaire, former à l'équipe sur les bonnes pratiques d'estimation. Pourquoi pas, en résumé. Donc là, on a un résumé, communiquer de manière transparente. Bon, c'est très riche, hein, la réponse. Franchement, moi, je trouve que c'est très bien. Il y a des choses qu'on peut discuter dans le détail. Est-ce que c'est aussi bien que ce que moi j'ai dit, sachant que j'ai volontairement été très rapide parce que la vidéo est déjà assez longue. Est-ce que c'est une réponse parfaite? Allez, j'ai envie de mettre 5. Dites-moi dans les commentaires si vous jugez ça trop gentil. Donc, maintenant, on a fait tous les use cases. Donc, heure du bilan, voici le tableau. Alors, le tableau, je suis en train de le modifier. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus pour que ça soit plus clair. Non, alors je dézoome pour qu'on voit. Voilà. Pour qu'on voit tout. Donc les use cases classiques Scrum Master, ils sont là. Donc je modifie pas les notes, bien évidemment. Je suis en train de réorganiser. Par exemple, template de rétro, j'ai fait un onglet spécialisé parce que ça devient trop compliqué. Donc il faut que j'améliore un peu ce tableau. En tout cas, on va prendre les notes. Donc 5, 5, 5, 2, 4, 5. Ok. Donc 5, 5, 5, 2, 4, 5. Donc verdict 4,33 sur ces use cases. Là où Perplexity avait 3,90, Gemini 4,25, 4,25 et 4,67. ChatGPT reste le
la meilleure IA sur les use cases classiques Scrum Master. Alors on voit que toutes les IA sont quand même assez proches, hein. Donc c'est quand même pas mal. Bien sûr, c'est pas une science exacte parce qu'il y a une grande part de subjectivité dans l'évaluation des réponses. Donc pour moi, de mon point de vue, tout tourne autour de 4. Bon, on va pouvoir dire que ChatGPT est peut-être la meilleure et Perplexity peut-être la moins bonne, mais ça se joue à peu, hein. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à DeepSeek? Oui. Sur les questions, alors j'entends sur les questions, sur les réponses aux questions du sujet classique Scrum Master, hein. Donc sur ces use cases là, sur sa pertinence par rapport aux questions d'agilité, eh bien c'est pas mal, ça tient la route, donc c'est une possibilité d'utiliser cette IA. Et bien voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouveaux use cases et de nouvelles expériences sur l'IA et l'agilité. Salut!